La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Lu par Yann Colette. Lu par Sophie Verbeek. Lu par Johanna Pryce. Lu par Gonzague van Berwesles. Lu par Marie Modiano. Lu par Fabienne Bab. Lu par Fabrice Had. Lu par François Négret. Lu par Andrea Brusque. Lu par Gilles Masson. Lu par Kate Moran. Parce que le monde a cessé de nous étonner, de nous galvaniser, de nous surprendre, nous nous sommes réfugiés dans l'art. Car le point commun et la force de ces écrivains n'est pas seulement d'avoir fréquenté les mêmes cercles, d'avoir appartenu à un même mouvement, mais d'avoir eu un destin romanesque, chimérique, souvent tragique. La folie et le glauque du parcours de Manson s'incrustent, bavent, s'imprègnent dans les pages du Kerouac. Un autre jour, tandis que je suis à la recherche d'un roman de Thomas Pynchon dans une librairie, j'accède, un peu par hasard, à un sous-sol dont je pensais l'accès totalement privé. On sait à quel point l'amour peut être destructeur, mais on ne sait plus reconnaître le caractère insidieux et progressif de ce phénomène. Certaines pages de Sade ont cette capacité, cette faculté de pouvoir faire jouir certaines personnes. Nous allions nous faire mal pendant 15 à 20 minutes sans même nous connaître. Nous allions explorer la peur, la douleur, les coups bas, les ruses, tout cela les yeux dans les yeux. Une narration proche de l'hypnose qui vous embarque dans l'infiniment complexe. Sa logorée est comme une cascade qui vous emporte. Vous ne pouvez faire marche arrière. Vous y allez. Mon itinéraire m'entraîne vers un texte qui se dessinait déjà à travers la lecture de Calafert et Rilke, comme un spectre reprenant progressivement forme, de moins en moins impénétrable au fur et à mesure de mon cheminement. J'aime cette idée que les écrivains soient dominés par l'enthousiasme, comme possédés par une force et une émotion puissante extrêmement positive. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Écrit et réalisé par Thomas Aufort. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté. En 11 chapitres. Chapitre 7. Les langages du corps. Avant de lire Marcel Schwob, je découvrais le combat du siècle de Norman Mailer, dédié aux boxeurs Mohamed Ali et Joe Frazier. Il y a des langages autres que les mots, des langages de symboles et des langages de nature. Il y a des langages du corps. Mailer et ses thèmes de prédilection, l'ego, le dialogue des corps, le mythe, le culte de la personnalité et un esclandre gueulard et vénéneux contre l'Amérique des années 70. Et lire ce livre sur le match de boxe Ali Frazier puis enchaîner avec une captation filmique du combat de 1971 dans son intégralité, quelle expérience! Être imprégné de l'analyse, du regard de Mailer, puis voir le combat en question. Mêler la peur, la terreur et l'érotisme. Il y a quelques années, j'expérimentais la boxe. Chaque partenaire, homme ou femme, avait ce don de créer chez moi un trouble particulier. Nous allions nous faire mal pendant 15 à 20 minutes sans même nous connaître. Nous allions explorer la peur, la douleur, les coups bas, les ruses, tout cela les yeux dans les yeux. Une expérience éprouvante, magnifique. Un voyage intime, une traversée vers la terreur. La grâce est moins dans les gestes que dans cet étrange mélange de complicité et de rivalité. Comment ne pas tomber amoureux? Vous faites appel à la haine, mais c'est en vérité la peur et l'amour qui vous animent. La violence d'un amour forcé. Je n'oublierai aucun combat, aucune étreinte, aucun visage. One,
This apparatus developed the speed, power, accuracy, coordination and stamina. Avant d'expérimenter cette discipline, la boxe, c'était pour moi Robert Ryan, Errol Flynn, Wallace Berry, De Niro, Stacy Keach dans Fat City. Puis la découverte du boxeur portoricain José Torres chez Teshigahara. Dans le film de 1965, Norman Mailer fait son apparition dans la salle d'échauffement peu avant le combat final entre Torres et l'Américain Willie Pastrano. À la première seconde, il cesse d'être Mailer pour devenir un personnage de cinéma, un ami intime qui témoigne de sa fascination pour Torres. La plus impressionnante des innovations expérimentées par le boxeur est celle de la méthode à 6 chiffres qui consiste à mémoriser, après avoir inscrit sur le corps d'un mannequin, des chiffres qui correspondent aux points faibles du système nerveux. 1 et 2 pour le menton, 4 pour le cœur, 5 pour le foie et 6 pour les reins. Cette technique et ce dispositif ont été inventés pour préparer Torres à un combat contre son adversaire américain. La progression se fait sous nos yeux. Il parvient à enchaîner en 2/100 de seconde 5 à 6 coups. Une démonstration achèvera par convaincre le spectateur absolument médusé lorsque Cus D'Amato, l'entraîneur, dicte à son boxeur une combinaison de 5 chiffres devant un parterre de journalistes stupéfaits. 6-1-2-1-2, 1-2-5-6-5, tandis que Torres, golem fascinant, libre, modèle de puissance inébranlable, s'exécute telle une machine. J'enchaînais les courts récits sur une Amérique en voie de décomposition. Après Norman Mailer, la lecture des récits new-yorkais de Joseph Mitchell, reporter pour le journal The New Yorker, vous bouleverse par leur aptitude à cerner la nature humaine. Celle de petites gens dans un milieu populaire que vous savez périssable, putrescible, altérable. Puis retour à Bukowski, 3 nouvelles, Le Petit Ramoneur, version érotique de l'homme qui rétrécit, La plus jolie fille du monde et La vie dans un bordel du Texas. 3 auteurs, Mailer, Mitchell, Bukowski. 3 regards sur l'Amérique, l'ego, le désenchantement, l'obsession. Cette fascination de Norman Mailer pour Mohamed Ali et José Torres me rappelle celle de Bernard-Marie Coltès pour Bruce Lee, ou comment l'un des plus grands auteurs dramatiques français d'après-guerre a idéalisé la star chinoise et en a été influencé jusqu'à son écriture. Il y a des passions qu'on n'imaginerait même pas. Bernard-Marie Coltès aimait Bruce Lee. L'idée me plaisait car complètement énigmatique. Parce que de Coltès, j'en étais resté aux représentations de mon adolescence. Roberto Succo dans un dispositif où le spectateur déambulait dans la nuit noire, en extérieur. Salinger dans une mise en scène faite d'ombre, de contre-jour, de basse lumière. Key West. Puis des captations filmiques de mise en scène de Chéreau. J'en étais resté là. Un Coltès nocturne, premier degré, ténébreux, glauque, nihiliste. Le Coltès de mon adolescence. De relire du Coltès aujourd'hui, lettres, textes, pièces, mais aussi de le voir parler, m'a permis de dissiper ou du moins de résoudre cette énigme qui tenait en une question. Comment peut-on être à la fois le plus grand auteur de théâtre français d'après-guerre et aimer passionnément Bruce Lee? À la relecture de ces textes, très vite, la question ne s'est plus posée. Il y a effectivement en puissance dans de nombreux textes de Coltès des motifs qui sont magnifiquement bruceliens, mais qui sont aussi évidemment wellsiens, conradiens, scorsésiens, hugoiens. Coltès, comme n'importe quel auteur, a été traversé par la littérature, la peinture, le cinéma. Ce que Coltès a bien voulu laisser entrer en lui de Bruce Lee, de Robert De Niro ou de Maria Casares est le résultat d'un enthousiasme propre au grand dramaturge, nommé la ferveur. Nous pourrions revisiter l'univers de Bruce Lee en lui insufflant l'esprit coltésien à partir de textes, de pièces ou de réflexions de l'auteur lus à vive voix devant un écran de cinéma. L'expérience serait inédite. Sur un écran, alors que Bruce Lee évoluerait, on lirait
les amertumes. Comme l'acide sur le métal, comme la lumière dans une chambre noire, les amertumes se sont écrasées sur lui. Elles l'ont agressé avec la violence et la rapidité de la grêle et du vent, sans qu'un trait de son visage n'ait frémi. Arraché, brûlé, debout enfin, il a arrêté les éléments comme on souffle une bougie, et sa voix a cloué le silence. Ah, 快点去看看去，少爷昨晚上一宿没回来，找到了打电话给我，快去。是是。Cette nécessité de ne pas garder les choses pour lui pousse Koltès à écrire sur la porte des toilettes d'un cinéma parisien du 5e arrondissement où l'on projette des films de Bruce Lee. C'est fou ce que son incapacité à se battre le rend sexy, Bruce Lee. Le lendemain, après la séance du film Big Boss, il redescend aux toilettes pour écrire la suite de ses impressions sur cette même porte. Cette médaille à son cou le fragilise tellement. Je souffre avec lui, je subis avec lui ces humiliations. Lui vient la nécessité d'aller plus loin et d'écrire un texte qui sera publié chez Minuit où il évoque cette souffrance lorsqu'il a vu pour la première fois Bruce Lee refuser de se battre à cause d'une foutue médaille imposée par sa mère. Le cinéma peut être vu comme un tourbillon de lueur avec deux dynamismes, celui de l'écran et celui du spectateur, disait Edgar Morin. Imaginez qu'un jour, le dynamisme Bruce Lee et l'esprit Koltès se sont rencontrés. La pensée actrice d'un côté et la pensée spectatrice de l'autre se sont heurtées. Elles ont pris l'aspect matériel d'être un acte, aurait dit Epstein. Une telle symbiose n'est possible que parce qu'elle unit deux courants de même nature. Imaginez que la symbiose Koltès-Bruce Lee a opéré un jour d'été 82 dans une salle de cinéma parisienne du 5e arrondissement. Ce jour-là, deux courants de même nature se sont rencontrés. Comment aurait-on pu imaginer, voire fantasmer cette rencontre si improbable entre l'acteur chinois et le dramaturge français, si Koltès n'en avait fait état dans quelques écrits publiés notamment dans Prologue, où l'on retrouve des courts textes comme Jin Kundo, qui signifie littéralement la voix du point qui intercepte, et qui est en fait le nom donné par Bruce Lee au type d'art martial qu'il a créé plus vif et plus fluide que le kung-fu. Last Dragon, texte qui explique en quoi les films de kung-fu sont les meilleurs films d'amour, et le coup fantôme où Koltès fait part de sa stupéfaction face à la rapidité des coups donnés par Bruce Lee. Il s'agit d'un petit recueil, intitulé Out, dans lequel Koltès s'exprime au sujet de sa fascination pour les coups donnés dans la gueule. Histoire de se faire plaisir en se réservant le droit d'écrire des phrases dans lesquelles sa passion pour les mots tragique, humiliation, gueule, avec ses variantes, prendre un crochet dans la gueule, se faire casser la gueule, nous est révélé. On pourrait dire que les pièces de Koltès, en général, racontent le premier acte avant l'hostilité, avant le premier coup dans la gueule. Il s'agirait d'une diplomatie rendue visible aux yeux des spectateurs. Le premier acte avant l'hostilité, juste avant le coup, dit Koltès, c'est la diplomatie, qui est le commerce du temps. L'échange des mots ne sert qu'à gagner du temps avant l'échange des coups parce que personne n'aime recevoir des coups et tout le monde aime gagner du temps. Comme chez Koltès, Bruce Lee fait partie de ces personnages qui ont envie de vivre mais qui en sont empêchés. Ce sont des êtres qui cognent contre les murs. Les bagarres permettent de voir dans quelles limites on se trouve, par quel obstacle la vie se voit cernée. L'action et les gestes du corps, lesquels donnent des indices et une signification du mouvement de l'esprit, émeuvent tout à chacun, même les idiots et les barbares, disait Fouclin. Ce qui touche Koltès, c'est de voir Bruce Lee collectionner les supplices pour maintenir son ordre psychique et sa propre raison. C'est ça la caution sexy du personnage de martyr joué par Lee et tant apprécié par Koltès, jusqu'au moment où tout explose.
Chez les théoriciens, on parlera de pitié aristotélicienne, chez Coltès, on dira simplement sexy. La dignité et la grâce qui se dégagent du visage de Bruce Lee auraient finalement un pouvoir aussi fort qu'un soliloque ou qu'une magnifique déclamation théâtrale pour Coltès. Se retrouver face à un film de kung-fu pour Coltès, c'est pouvoir lire les passions dans le corps, dans le visage et dans les gestes plutôt que dans le texte. Et Bruce Lee serait le parfait interprète. Pour ramener le système Roland Barthes à Bruce Lee, on pourrait dire que cette magnifique machine de guerre, qui frappe et qui tue, c'est également dire sans cesse « Suivez-moi, estimez-moi et aimez-moi », contrairement au héros cornélien qui finit toujours par renoncer pour acquérir une grandeur d'âme. Le héros Bruce Lee commence par renoncer puis acquiert une grandeur d'âme par la vengeance. Si Aristote explique qu'il faut toujours prendre dans le caractère d'un personnage le trait qui l'accompagne pour qu'il soit beau, Bruce Lee serait l'homme colère porté à la fureur, et pour se guérir de la maladie du renoncement, Bruce Lee n'aurait pas d'autre choix: exploser. C'est parce que Bruce Lee ne prend pas de mesures pour éteindre l'ardeur de ses humeurs qu'il plaît à Coltès, le contraire du sage. Pendant la majorité du film, Bruce Lee tente de fortifier son esprit et sa raison pour de solides protections si bien illustrées par cette médaille offerte par sa mère dans Big Boss, à l'intérieur desquelles il peut nourrir et entretenir les flammes des passions. Mais c'est l'excitation physiologique qui finit toujours par avoir raison de lui. C'est parce que Bruce Lee ne représente finalement pas la tradition rhétorique. Les orateurs doivent contenir leurs mouvements et ils ne doivent jamais hurler et sortir de leur caractère de sage que Coltès jubile. Il y a du Bruce Lee chez Coltès. Coltès, c'est l'exil permanent, c'est l'exilé, il se sentait exilé en tant qu'auteur. Il y a aussi le Coltès dont on a dit qu'il était à la fois solaire, révolté, violent, qui répond magnifiquement au personnage de Bruce Lee. Chez Coltès et Bruce Lee, c'est à la fois la solitude et l'organisation d'une résistance qui sont évoquées. Les personnages ne s'abandonnent jamais au désir ou à la solitude dans leur cheminement. On peut établir des similitudes avec certains thèmes développés par Coltès tout au long de son œuvre, comme ceux de l'échec et de l'accomplissement. Les personnages coltésiens et les personnages incarnés par Bruce Lee ont en commun d'être pris pour des perdants, mais sont en fait tout sauf des ratés. Ils accumulent des échecs, certes, mais meurent satisfaits et finissent le plus satisfaits possible. L'échec, ce n'est pas l'impuissance à satisfaire un désir, c'est un désir qui existe en soi. Coltès aimait les films de kung-fu et en faisait parfois état dans certains de ses écrits. À la manière d'un Godard parlant des films de guerre ou d'un Truffaut parlant des scènes de meurtre chez Hitchcock, Coltès se laissait séduire par le jeu des similitudes étonnantes entre scènes de combat et scènes d'amour. La grande supériorité des films de kung-fu sur les films d'amour, dit Coltès, c'est que ce sont les bons films de kung-fu qui parlent le mieux d'amour, comme Big Boss ou Le Dernier Dragon. Alors que les films d'amour non seulement parlent connement de l'amour, mais en plus ne parlent pas du tout de kung-fu. Il faut dire que le kung-fu des années 70 a de quoi séduire des auteurs comme Coltès, car la morale traditionnelle est souvent bafouée, voire ridiculisée. Lorsque Long Ching-ho, critique et réalisateur hongkongais, évoque Bruce Lee, représentant le narcissisme volontaire de l'homme moderne au sein de l'industrie hongkongaise, l'opposant à King Hu, poursuite d'idéaux abstraits, ou Chang-che, amitié virile à connotation homosexuelle, il parle déjà de Coltès sans le savoir. Les rapports humains déterminants dans son œuvre sont les relations d'amour et de haine mêlées qui se créent entre lui et son adversaire. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par Fabrice Had, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Son œuvre s'accumulait à sa gauche, sur la table de nuit, sous forme d'une pile de cahiers d'écoliers. Parmi les fioles, ces cahiers d'écoliers illisibles
il y déchiffrait si mal lui-même sa propre écriture que quand il lisait, cela le jetait dans des fous rires. Il se tordait de rire. Je n'oublierai jamais ses lectures la nuit, coupées, hachées par ce rire dont il se barbouillait la figure avec sa main. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 8, Proust lu par d'autres. Changer de style, d'époque, de thème, explorer de nouvelles sensations, se confronter à d'autres auteurs. Pendant des années, sur mon lieu de travail, une femme venait faire la lecture d'À la recherche du temps perdu à une vingtaine de personnes, une fois par semaine. C'était à 18h le mercredi, dans une pièce située au premier étage. Je rêvais de découvrir Proust de cette façon, et je m'étais dit que le jour où je ne travaillerais plus ici, je prendrais le temps de venir l'écouter. Je monterais alors ces quelques marches jusqu'au premier étage et on me lirait du Proust. L'idée du cercle, de la communauté, de ce leurre de clandestinité me plaisait. Mais après de longues années de lecture, qui avait débuté dans un petit café de la ville avant de s'organiser au premier étage de ce lieu, la lectrice décida subitement de mettre un terme à ses rendez-vous réguliers. L'idée que l'on me lise cet auteur subsistait pourtant. Artaud était partisan de découvrir les grands auteurs de cette façon. Découvrir Céline par la lecture de Michel Simon et d'Arletty n'est pas déshonorable, et ce fut mon cas. Je dénichais donc des lectures de Proust sur un site dédié aux œuvres lues par des comédiens. Et ce fut remarquable. Proust. Un univers intérieur d'une grande complexité. Retranscription d'une pensée avide et d'un regard sur le monde d'une grande lucidité. Une narration proche de l'hypnose qui vous embarque dans l'infiniment complexe. Pas de philosophie, que de la littérature. Une démonstration de la puissance de cet art. Rendre palpable, concret, une impression, une vision, une sensation, un sentiment, un état. Puissance de la littérature, puissance de l'art. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par François Négret, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 9, les francs-tireurs. Chaque livre aura créé un désir, une attente, une aspiration pour le suivant. Je parcours les premières pages d'un Salinger et je suis immédiatement happé, emporté par le flux narratif, la verve, la gouaille, le rythme, l'humour, le cynisme de l'auteur. Séduisant, drôle, sa logorée est comme une cascade qui vous emporte. Vous ne pouvez faire marche arrière, vous y allez. J'enchaîne avec un autre combattant sans discipline, insolent et indépendant, qui ne se réclame lui non plus d'aucune école, d'aucun groupe, Louis Calafert. Dans une bouquinerie, coincée entre deux écrivains décadentistes, Huysmans et Mirbeau, je débusque le fameux Septentrion. Il m'offre tout ce que j'attends à ce moment-là précisément. Un livre qui semble mystérieusement en mesure de comprendre cette ferveur qui m'anime et m'offre à la fois des réponses à des questions sur la puissance de la littérature, sur la création, l'écriture et l'exaltation, la lecture. Septentrion, témoignage romanesque d'un homme qui a voué toute sa vie à la littérature. Calafert a tout digéré, absorbé, assimilé. Son livre n'est pas une anthologie d'influences, de plagiat de style.
Il est le reflet sincère d'une personnalité travaillée par sa propre existence, sa propre folie, mais aussi par son obsession pour les femmes. Je n'aurais pu considérer et estimer ce livre remarquable, monumental, sans l'aide de mes lectures antérieures. Aragon, Kerouac, Bataille, Bukowski ou Ellis Cohen. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par Andrea Brusque, prise de son Antoine Berry-Roger, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort. Prochain chapitre, liste des principes. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté. En 11 chapitres. Chapitre 10. Liste des principes. La vérité du monde est celle de la création. Rainer Maria Rilke, poète autrichien disparu en 1926. Moins préoccupé par la poésie objective que par la modernité de l'écriture. Lettres à un jeune poète, ouvrage idéal qui arrive à point nommé dans mon parcours de lecteur exalté. Vous entrez sans peine dans la peau de ce jeune homme qui s'interroge sur la création, plus que sur l'existence, face aux réponses intimes et profondes de Rilke qui n'a alors que 27 ans au début de cette correspondance. L'écrivain va au-delà des attentes de ce jeune homme qu'il ne connaît pas, en s'efforçant de lui enseigner un savoir à partir de son expérience, de ses observations et de sa perception de la création, à travers ces 10 lettres écrites entre 1903 et 1908, période où il entreprend d'écrire les cahiers de Malte Lauritzbrigge, 1904-1910, œuvre considérée comme le premier roman moderne de langue allemande, où il fera part de ses impressions liées à sa découverte d'un Paris misérable. Seulement, après la lecture de ces lettres adressées à ce jeune poète, l'enthousiasme et la ferveur qui m'habitaient étaient encore ardents. Bien que nourri de littérature, de beauté et de vérité, je sentais que ma quête n'était pas encore achevée. Il me manquait quelque chose. Fougueusement, je feuillette Sexus de Miller, puis convulsivement le journal intime de Pavese, lis quelques écrits et poèmes de Francis Ponge, quelques pages de la prose de James Ellroy, avec grand bonheur, une biographie de Philippe Cadic, puis le livre Artaud et Paul de Bernard Noël, sur le dévouement complet d'une éditrice pour l'œuvre entière d'Artaud, Paul Thévenin. Et je découvre l'un des entretiens les plus passionnants d'un auteur, préfacé par Burroughs, celui de Kerouac, à qui Al Aronovich, critique musical américain, rend visite dans sa vaste maison de bois située à Northport, village maritime de Long Island. Vous n'avez pas le sentiment de lire un entretien, mais de vivre un entretien. Reclus dans cette demeure avec l'écrivain et sa mère. Ma passion pour la littérature est à son paroxysme. Mais je n'arrive pas à me fixer sur tel ou tel livre que je parcours tantôt partiellement, tantôt intégralement, s'il ne s'agit pas d'un roman. Je suis à la recherche de quelque chose de précis, à l'affût. Ni un livre, ni un roman, ni un recueil de poèmes. Mon itinéraire m'entraîne vers un texte qui se dessinait déjà à travers la lecture de Calafert et Rilke, comme un spectre reprenant progressivement forme, de moins en moins impénétrable au fur et à mesure de mon cheminement. Ce sera une liste numérotée sur une page recto-verso, une liste de principes organisés en 30 points. Proche de l'aphorisme, proche des commandements. Cette liste a un nom, Croyances et techniques pour la prose moderne. Son auteur, Jack Kerouac. Minimalisme. Pas de fioritures, droit au but.
un style, une réflexion poétique sur l'existence et plus précisément sur la création littéraire, mais applicable à l'art en général. Il me semblait alors que tout était là. Jack Kerouac alliait l'intelligence de la forme à la puissance viscérale d'une pensée profonde. Pas de complexité, que de l'intensité. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté. En 11 chapitres. Lu par Gilles Masson, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Haufort. Prochain chapitre. Facile d'aimer les poètes. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres. Chapitre 11. Facile d'aimer les poètes. Easy to love the poets, their splendor, falling all over the pages, extorting atomic rainbows. Easy to love the poets, their splendor, falling all over the pages into my lap. Une traversée de plus d'un an parsemée d'une trentaine d'ouvrages qui m'avaient préparé dynamiquement à en recevoir la révélation active. Le prochain livre aura forcément moins de saveur, moins d'intensité. Il me paraîtra inconsistant, banal, académique, quel que soit le thème, la forme ou le génie de l'auteur. Le seul remède, je crois, à ce sentiment serait de se plonger dans la philosophie, compromis parfait entre vérité et beauté, permettant d'assurer une transition entre cette exaltation en tant que lecteur qui aura duré un peu plus d'une année et une nouvelle expérience de la littérature. Je parle de compromis entre beauté et vérité. La vérité étant le principe même de la pensée philosophique. La beauté résidant dans la démonstration, pas nécessairement dans la forme. La beauté de l'idée, la beauté de l'analyse d'un concept, la beauté de l'observation. Dans la philosophie, la vérité est plus abrupte car exposée toute nue, disait Descartes, qui affirmait que les poètes étaient plus profonds que les philosophes, car sous la domination de l'enthousiasme et de la force de l'imagination. J'aime cette idée que les écrivains soient dominés par l'enthousiasme, comme possédés par une force et une émotion puissante extrêmement positive qui les oblige à travestir la vérité pour mieux la dévoiler. Il y a en nous des semences de science comme en silex. Ces semences, les philosophes les extraient par la raison. Les poètes les font jaillir par l'imagination. Elles brillent alors davantage. La vérité dans la pensée de certains philosophes vous accablerait presque, tant elle vous renvoie frontalement à votre propre condition d'homme et fait disparaître tout mystère. De la différence des âges de la vie, d'Arthur Schopenhauer, est un texte qui s'adapte à la fois au ressenti d'une personne de 20 ans et à celui d'un adulte de 40 ans. À chaque moment de votre vie, vous aurez le sentiment qu'il vous parle de votre propre existence et qu'il répond à vos interrogations concernant votre destin, vos espoirs, votre devenir, votre condition. Cette publication, qui semble se suffire à elle-même, est en fait l'un des chapitres d'un ouvrage plus vaste, Per Erga, 1851.
Dans son 5e cours de philosophie qu'il donne à sa femme, celui du vendredi 2 mai 1969, l'écrivain polonais Witold Gombrowicz fait la synthèse de la pensée de Schopenhauer et esquisse la question de la puissance liée à l'art. Le monde se partage en deux. Ceux qui participent pleinement à la vie avec ses cruautés et ses injustices, et ceux qui choisissent de contempler le monde, alternative manifeste au suicide. Celui qui contemple et qui s'émerveille tel un enfant, c'est l'artiste. L'artiste observe le monde, le traduit dans son langage, son médium, puis le transmet. La puissance de la littérature vient de ce mélange de beauté et de vérité née d'une observation aiguë et concrète de la réalité rendue universelle par la forme et les idées. Sa passion pour la philosophie aurait dissuadé Gombrowicz de se suicider et l'aurait ainsi sauvé. Mais rien n'aurait pu sauver Elise Cowan, poétesse de la Beat Generation, ni la philosophie, ni la poésie, pas même l'écriture, ni l'alcool. Sa famille a brûlé la plupart de ses textes. Seuls quelques écrits, nus et désespérés, seront publiés. Easy to love the poets. Their splendor, facile d'aimer les poètes. Leur splendeur falling all over the pages, extorting atomic rainbows qui se répandent sur toutes les pages, qui extorquent des arcs-en-ciel atomiques. Easy to love the poets, their splendor, falling all over the pages into my lap. Leur splendeur qui se répand sur toutes les pages et sur mes genoux. La puissance de la littérature ou l'itinéraire d'un lecteur exalté en 11 chapitres, lu par Kate Moran, mixé par Mathieu Ratelot, écrit et réalisé par Thomas Aufort.